Bonsoir, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure. Alors aujourd'hui, donc, je vais intervenir donc, sur ce fameux problème des bassines de Sainte-Soline, donc en milieu agricole. Et là, donc, vous voyez donc, le journal de la dépêche qui nous explique donc, que ce 29 octobre, le rassemblement anti-bassines, c'est-à-dire ces bassines, c'était un gros trou dans la terre, un étang artificiel en somme. Et donc ces gens-là donc s'opposent à leur construction et ça devrait consister en une réserve d'eau pour l'agriculture d'environ 700 000 mètres cubes, donc dans les Deux-Sèvres. Et donc ça a dégénéré au point qu'on a eu 61 gendarmes, 2 blessés, dont 22 sérieusement. Alors c'est tout de même un lourd bilan pour une histoire d'étang artificiel. Donc on va voir un peu plus loin donc, de qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème. Alors, depuis plusieurs années, les coopératives agricoles ont créé, continuent de faire construire ces méga-bassines, fortement décriées par les militants écologiques et même par certains agriculteurs. La préfecture des Deux-Sèvres donc, a prolongé l'interdiction de manifester dans le secteur de Sainte-Soline, etc. Donc, méga-bassine, voilà, on nous explique ce que je vous ai dit, c'est un grand étang et sa profondeur peut quand même atteindre 15 mètres. Et c'est l'équivalent, donc d'après l'article, de 7 à 10 terrains de football. Ah oui, c'est quand même un très grand trou. Mais bon, après tout, on a aussi eu des rétentions dues à des barrages qui ont inondé des grandes surfaces. Et puis la vie se réinstalle d'une manière différente. Ça a une retenue d'eau, ça peut être intéressant. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas optimiser justement ces rétentions? Est-ce qu'on peut mettre par exemple des panneaux solaires dessus pour en faire aussi des sources d'énergie, puisqu'on est censé pouvoir mettre des panneaux solaires sur des étangs d'eau, ce qui n'est pas très esthétique à certains endroits, mais ces bassines pourraient peut-être, par exemple, servir aussi à ça. Donc ensuite, on a une autre question. C'est comment sont remplies ces bassines? Ah, je sens que là, ça va devenir intéressant. On poursuit. Donc, comment sont remplies ces bassines? C'est justement une des questions qui pose problème. Donc, Waxken Andreasian, hydrologue à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, etc., a expliqué qu'il existait plusieurs moyens pour remplir ces bassines. Il y a 2 sortes de bassines. Certaines sont alimentées par des rivières, comme dans la Seine ou la Marne. Certaines, comme celle voulue sur le chantier de Sainte-Soline, sont remplies avec de l'eau que l'on va pomper dans la nappe souterraine, dans la nappe phréatique. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on voit qu'on n'a pas un problème de bassine, parce que tout dépend comment elles sont remplies. Une bassine remplie par des cours d'eau, au besoin, c'est une rétention d'eau qui ne va pas se jeter en mer, et c'est plutôt bénéfique. Mais par contre, si on puise dans la nappe souterraine, là, c'est autre chose. Donc, on va continuer l'article et je vous dirai donc mon opinion. Donc, pour éviter les restrictions liées à la sécheresse, donc on pompe durant la période où c'est autorisé, donc pendant l'hiver, et ce qui permet aux propriétaires de ces réservoirs d'avoir de l'eau lorsque c'est nécessaire. Ben oui, que c'est intelligent. Seulement cette eau qu'on pompe en hiver, c'est de l'eau en moins qu'il y a dans la nappe phréatique. Et si on est sur une nappe phréatique qui, justement, puisque c'est le but, sinon on n'aurait pas besoin de ces bassines, qui a tendance à s'épuiser, eh bien, ça veut dire que tout simplement, on s'accapare l'eau au détriment des autres. C'est exactement le même problème que celui qui fait son barrage et lorsque vous avez des fleuves qui traversent plusieurs pays, on l'a vu avec l'Égypte et le Soudan, on le voit avec le Rhin, etc. Vous retenez de l'eau, mais au détriment du pays qui se trouve en aval.
Donc là, on a ce problème-là. Donc, quelles peuvent être les conséquences écologiques? Eh bien, il y en a pas mal. On a déjà, alors, on a eu vraiment des catastrophes écologiques qui sont dues, par exemple, à des nappes phréatiques qui sont vidées. Donc, ça vous fait une cavité, et cette cavité, eh bien, elle peut s'effondrer, et ça vous fait un gigantesque trou dans la terre, par exemple. Hein. On a vu par le passé des petites villes comme ça qui ont pu disparaître de cette manière. Hein. C'est notamment en Égypte, hein, dans l'époque de l'Antiquité, une ville disparue et qu'on a finalement retrouvée. On s'est aperçu qu'elle avait été victime de cet effondrement d'une nappe phréatique qui avait été trop utilisée, et pourtant on était avant Jésus-Christ. Donc c'est pas anodin. Et puis la deuxième question, l'accaparement, le problème donc au niveau géologique, les conséquences que ça peut avoir sur le sol, et bien entendu, cette eau qui est mise comme ça en surface, eh bien, elle s'évapore. On a une perte par rapport à ce qui est stocké de manière naturelle, pas dans la nappe phréatique. Donc la solution, c'est pas ça, c'est à la limite, il va encore mieux faire des puits, parce qu'au moins on évite le problème de l'évaporation. Hein. Et puis surtout, il y a une question qui se pose, qui n'est pas dans l'article. Qu'est-ce qu'on y cultive? Alors quand j'entends qu'on cultive par exemple du maïs, eh bien, la question n'est pas la bassine, mais le problème de la culture du maïs. On est à une époque où on doit économiser les ressources, où on entre dans une période où on vous dit peut-être donc de réchauffement climatique, dû à l'homme, pas dû à l'homme, est-ce que ça sera passager, etc. Bon, mais il vaut mieux être prudent, et dans ces cas-là, eh bien, il faut s'adapter au changement de climat. C'est à nous de nous adapter, et pour cela, il faut adapter les cultures au climat et au sol. C'est tout aussi absurde que quand on cultive en plein désert des roses, hein, ou des tulipes. Le maïs est une plante qui consomme énormément d'eau, qui a des courtes racines, qui est très lourde. Et si vous avez par contre, après une période de sécheresse, justement une pluie diluvienne, le maïs sera arraché, on a vu ça au Mexique, et la terre arable avec. Donc c'est une culture qu'on ne fait pas n'importe où. C'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est pas en faisant de la culture intensive qu'on s'en sort, c'est en faisant une culture intelligente. Peut-être ce qu'il faut remettre en question, avant de parler de bassines, c'est la question du maïs dans cette région, si on a un problème de nappe phréatique. Parce qu'en France, on a des régions, ben moi je sais le cas d'ailleurs là où j'habite, hein, qui sont très bien arrosées, qui peuvent se permettre de faire du maïs, mais pas partout. Et le maïs n'est pas indispensable. Dans la plupart du temps, il est destiné au bétail. On peut utiliser d'autres cultures, même pour le bétail, qui sont beaucoup moins consommatrices d'eau que le maïs. Donc déjà ça, c'est un point. Donc ce qu'on peut faire aussi, même dans cette région précisément, où on manque d'eau, c'est que, alors que vous voyez, il faut être intelligent. C'est surtout là la question. Il faut être intelligent. Alors c'est vraiment stupide comme ceux qui ont démoli les canalisations de ce pauvre agriculteur, hein. Mais il faut être intelligent aussi dans notre réflexion. Ne pas s'arrêter aux constatations superficielles. De se dire, ben, on manque d'eau, on fait un trou, on le remplit. Bon. Ensuite, on doit se poser la question des cultures, comme nous l'avons dit. Et la troisième question, c'est qu'on n'a pas à opposer une agriculture dite traditionnelle. On a besoin, oui, dans cette période difficile, du savoir traditionnel et du respect des sols, hein, en choisissant quel type de culture on va faire. Mais il y a des méthodes ultra, on va dire, techniques qui peuvent être aussi employées pour économiser l'eau. Et là, je reviens, alors, autant je suis contre l'industrie dans l'élevage, l'histoire de la ferme aux 1000 vaches, ces pauvres bêtes enfermées comme
comme si on faisait pousser de la viande, hein. Ça, d'abord, c'est une catastrophe aussi écologique de par la pollution que ça entraîne. Et puis, la question est de à reprendre à... Je ne suis pas pour supprimer la viande, mais de manière une consommation plus raisonnée. Développer, par contre, effectivement, on peut faire comme même des étangs artificiels, à condition qu'ils ne soient pas alimentés par la nappe phréatique, développer la pêche. Je suis absolument pour. Mais ce qu'on peut faire au niveau technique, c'est les techniques à la japonaise, c'est-à-dire de faire des plantations légumières, salades, tomates, tout ce que vous voulez, hors sol. Avec là, justement, eh bien, l'intérêt, c'est que vous avez une consommation d'eau qui n'est pas perdue, qui est vraiment exactement des conditions, comment dire, de température, de tout ce que vous voulez, parfaitement étudiées. Vous n'avez pas besoin d'emploi d'insecticides puisque vous êtes dans des serres fermées, vous êtes en dehors de l'abri des parasites ou des prédateurs quoi, de ces cultures. Donc voilà ce qui est intelligent à faire, à réfléchir. On peut parfaitement faire des cultures industrielles et obtenir des produits de bonne qualité à condition de s'adresser par exemple à des choses comme des légumes riches en eau, tomates, salades, etc. À ce moment-là, on ne va même pas puiser dans la phréatique, on peut faire venir l'eau de plus loin. Parce que la consommation, évidemment, n'a rien à voir avec le fait d'arroser un champ hein, ou de laisser de l'eau dans un gros trou qui s'évapore. Là, l'évaporation n'est pas perdue, vous êtes en serre, donc vous créez un microclimat. Donc voilà le type de réflexion. Hein. Posons les bonnes questions et apportons-y les bonnes réponses. Voilà. Donc effectivement, à Sainte-Soline, il y a un problème moral. Bonsoir les amis, mais la réponse n'est pas non plus celle qu'a donnée les manifestants. Et j'aimerais bien qu'on élargisse le sujet, qu'on réfléchisse au type de culture qui doit être fait en fonction des conditions de sol et des conditions d'hydrométrie, tout ce que vous voudrez, qu'on ait une vraie politique agricole intelligente. Les agriculteurs, ils s'adaptent. Hein. Quand on leur a dit qu'il ne faut plus faire d'élevage intensif, ils sont arrêtés. Maintenant, ils se remettent à l'élevage intensif, ce qui est une bêtise. On leur a dit qu'il faut cultiver ci, cultive de ci et de là. Donc, il faut une politique et il faut, bien évidemment, dans ce cas-là, un soutien de l'État. Parce qu'il faudra aider, investir, par exemple, si on veut faire des cultures industrielles de primeur. Voilà. Eh bien, bonne soirée et j'attends vos commentaires. Bonsoir.